l'EHA, c'est l'European Hematology Association. En page d'accueil, je vous ai mis ce que vous voyez si vous prenez votre moteur de recherche et que vous tapez EHA. Vous allez avoir cette image et vous voyez, alors c'était la semaine dernière parce que il y a en gros l'accès au congrès qui vient de se terminer. Alors ça, il n'y a plus d'accès au congrès qui s'est terminé il y a une semaine. Mais vous voyez ces possibilités de vous renseigner sur le Covid, le congrès, l'éducation, etc. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les minutes qui vont suivre. L'Europe a bien raison de s'intéresser à la drépanocytose et que c'était des données épidémiologiques qui ont été établies il y a maintenant 3 ans pour essayer de savoir combien il y avait de patients drépanocytaires vivant en Europe. Vous savez qu'on pense qu'aux États-Unis, il y a 80 000 à 100 000 patients drépanocytaires et qu'on dit que chaque année, 200 000 à 300 000 patients naissent en Afrique atteints de drépanocytose. Quand Stéphane Lobitz réunit des personnes qui font du dépistage néonatal, essentiellement dans ce groupe, et puis des experts. Et quand on totalise la colonne de droite, on arrive à 40 000 patients. En fait, quand on regarde, par exemple, pour la France, il avait été indiqué 15 000 patients drépanocytaires. Les données les plus récentes nous font penser qu'il y a 30 000 patients drépanocytaires vivant en France. Et donc, on se rapproche progressivement en Europe du nombre de patients drépanocytaires aux États-Unis. Et la France est le pays d'Europe, a priori, où il y a le plus de patients. Bishralaf avait montré qu'en 2019, 586 patients sont nés atteints de syndrome drépanocytaire en France, alors qu'en Angleterre, ils ont publié en 2018 la naissance de 250 patients. Donc la France est vraiment un pays extrêmement concerné par la prise en charge des patients drépanocytaires, et l'Europe a effectivement beaucoup de raisons de s'intéresser à la drépanocytose. Pour autant, il n'y a pas d'homogénéité dans la prise en charge de la drépanocytose en Europe. Il y a une homogénéité sur certains points. Il y a certains pays qui pratiquent un dépistage néonatal. Vous le savez, en France, il est généralisé mais ciblé. On essaye de faire changer ce ciblage et de le systématiser. Mais il y a aussi un dépistage en Angleterre, dans les plus grandes villes de Belgique, et par exemple, il y a un dépistage systématique aux Pays-Bas. Et la plupart des pays européens ont un accès aux soins libre et avec un bon accès. La plupart des pays d'Europe partagent le fait que les médecins de ville et les médecins des petits centres hospitaliers ont insuffisamment de formation sur la drépanocytose. Mais par contre, on n'a pas rédigé, ayant à peu près le même nombre de patients que les États-Unis. Les États-Unis ont produit des guidelines. L'Europe ne l'a pas fait et aura du mal à le faire si je prends par exemple la prescription de hydroxyurée. L'Angleterre a fait son Brexit il y a assez longtemps sur ce sujet, puisqu'ils ont suivi les États-Unis pour recommander la prescription d'hydroxyurée, quelle que soit la sévérité de la forme de la drépanocytose, et ils recommandent de se cibler sur la dose maximale tolérée. Cette décision n'a été prise ni par les protocoles, elle n'a pas été prise par les protocoles nationaux de soins, ni en Allemagne, ni en Italie, ni en Grèce, ni en France. Donc, il sera assez difficile de trouver une voie européenne unique. Le HA a été créé relativement récemment par rapport à l'ASH en 1992. L'idée est que quand on est chercheur et qu'on s'intéresse à une question hématologique, il n'y a pas le pays d'origine et les États-Unis. Il doit y avoir pour nous, Européens, une étape intermédiaire qui va être le HA et dont le centre est basé aux Pays-Bas. Et cette intervention, je l'ai appelée « Que fait le HA pour la prise en charge des maladies de l'hémoglobine ?» C'est une structure, c'est une organisation extrêmement structurée. Il y a 5000 membres et il y a un board. Ce board, 16 personnes. Un président qui était un Anglais et qui assez rapidement va devenir Elizabeth McIntyre, qui, comme son nom l'indique, est française et qui travaille à Necker.
C'est Elisabeth McIntyre qui m'avait sollicité en me disant il va s'ouvrir, l'EHA veut s'ouvrir aux maladies de l'hémoglobine, veux-tu candidater? Parce que dans ce board, il y a monsieur myélome multiple, madame maladie de la coagulation, monsieur leucémie lymphoïde, etc. On a chacun une mission. Et jusqu'à l'année dernière, il n'y avait pas de mission maladie de l'hémoglobine. Donc, il y a eu une élection, donc 5000 personnes se sont présentées et j'ai eu la chance d'être élue donc l'année dernière pour la prise en charge des maladies de l'hémoglobine. Il y a des comités qui sont également extrêmement structurés. L'éducation, les programmes scientifiques des congrès, les membres, le journal, le comité de recherche, les affaires européennes et comment trouver des sous, le sponsorship. Tout ceci est assez structuré et assez différent d'EuroBloodNet. Je ne parlerai pas beaucoup d'EuroBloodNet, vous en avez déjà entendu parler. Pour être membre d'EuroBloodNet, à ce jour, si vous n'étiez pas déjà membre d'EuroBloodNet il y a 2-3 ans, ça n'est pas possible. Et il y a une ouverture de cette structure, mais c'est une structure qui est verrouillée sur le centre de référence et les centres de référence qui ont fait l'énorme effort de remplir le dossier. Et donc, on est très très peu ici autour de ce Zoom à être, c'est pas un Zoom d'ailleurs, à être membre d'EuroBloodNet. En revanche, pour être membre de l'EHA, il suffit de taper sur Google EHA, devenir membre. Alors, la première action que je vais vous montrer, c'est le journal qui s'appelle Hémasphère. Hémasphère, qui est un nom qui est éventuellement critiquable, Hémasphère est un journal qui n'a pas encore de référencement, donc quand on soumet un article à Hémasphère, pour le moment, on n'a pas encore de points, mais ils pensent acquérir, étant donné la très grande qualité de leur production, un impact factor dans l'année. Alors, je vous ai choisi cet article parce que je trouve qu'il est assez symptomatique. Quand vous pensez recherche en drépanocytose, eh ben, vous n'allez pas forcément taper le nom de Maria Domenica Capellini en premier auteur parce qu'elle est célèbre pour s'occuper de thalassémie. Or, elle a fait un article absolument excellent dont je vous ai mis un petit tableau pour illustrer sa valeur didactique et je crois qu'il faudrait que vous ayez notion et connaissance que dans ce journal, il y a des revues, c'est souvent des revues de synthèse. J'ai mis des titres depuis la création d'Hémasphère. Ce sont souvent des revues qui sont aussi souvent par la méthode Delphi, c'est-à-dire qu'on va solliciter des experts et leur demander s'ils sont d'accord pour ces recommandations. Et il y a des articles de très très grande qualité que, à part ça, vous pouvez, une fois que vous savez qu'ils existent, vous pouvez trouver simplement en utilisant normalement PubMed. Une des particularités pour lesquelles j'étais très contente de vous parler de l'EHA, c'est que l'EHA peut vraiment aider, et notamment l'EHA fournit des bourses de recherche. Ce que j'ignorais complètement avant d'être membre de l'EHA, à vrai dire. Alors, il y a 2 types de bourses de recherche. Il y a la bourse de recherche pour aller dans un autre pays. Moi, j'ai intégré l'EHA en 2020 qui n'a pas été une année qui a été très favorable au voyage et donc je n'ai pas pu observer ce type de mobilité. Mais il y a eu 3 bourses de recherche qui ont été données cette année et vous pouvez, en 2020, il y a eu des bourses de recherche qui donnent 80 000 € par an. Et il y en a eu 3 qui ont été accordées en 2020. L'idée, c'est qu'il faut que soit le pays d'origine, soit le pays de départ, soit européen. Mais par exemple, il y a une fille de Barcelone qui est partie à Stanford. Enfin bon, donc ce sont des ressources qui sont vraiment importantes financièrement, qui ont été gelées par le Covid, mais qui vont repartir. Après ça, donc pour avoir le droit d'être, pour être habilité à une bourse d'éligibilité, il faut être jeune. Il faut être jeune parce qu'en gros, c'est dans l'année qui suit un PhD ou un MD. Donc, c'est une mobilité des plus jeunes parmi nous. Après ça, il y a des bourses de recherche qui ne sont pas de la mobilité, c'est de la recherche dans votre laboratoire initial. Il y a Junior, Advanced Research and Physician Scientist. C'est une assez grosse somme d'argent, 80 000 € par an pendant 2 ans. Et l'EHA a vraiment la volonté de développer la prise en charge des maladies de l'hémoglobine. Donc, vous pouvez être chercheur sur les CAR-T cells en ce moment ou sur la sickle cell disease et vous pourrez avoir ces bourses de recherche.
là, les critères pour être éligible, c'est dans les 4 ans qui suivent un PhD ou un MD, mais la junior, le junior est censé se consacrer exclusivement à la recherche. Quand vous êtes advanced, c'est dans les 8 ans qui suivent un MD ou un PhD, et c'est pareil, c'est un temps où vous devez faire que de la recherche. Et puis, le Physician Scientist Research, c'est plus tard, mais vous avez la possibilité de ne consacrer qu'à mi-temps. Alors, cette année, il y a eu 2 advanced, 2 juniors, etc. Donc, si vous faites une recherche et vous travaillez en labo, c'est parfois quand même particulièrement galère de trouver un financement. Et l'idée, c'est que vous avez cette ressource de l'EHA. Le mentoring, c'est particulièrement ce que j'ai pas vu cette année parce que le mentoring a été absolument supprimé par le Covid. Il y a 2 types de mentoring, enfin pas supprimé, mais transitoirement stoppé. Il y a le translational. Le translational, c'est 1 an de formation où vous allez pouvoir bénéficier de mentors. Et c'est couplé ASH et EHA. Donc, pour être éligible, c'est quand même assez ouvert. C'est dans les 8 ans suivant un PhD ou les 12 ans suivant un MD. Et puis, il y a le plus clinique et beaucoup plus ciblé, 9 mois de formation et de mentorat. Je ne sais pas si on dit mentorat, sur un sujet, donc qui en l'occurrence sera les maladies de l'hémoglobine. Et c'est très ouvert comme condition d'accès. Il faut monter un dossier et prouver son intérêt sur la recherche clinique. Alors ça, ces 2 activités-là sont supposées reprendre fin de l'année. Quelque chose qui est extrêmement important de l'EHA et dont alors là par contre, qui ne s'est pas interrompu avec le Covid, c'est la mise à disposition d'outils d'éducation. Donc, les outils d'éducation, je vous les ai listés sur une diapo qui a été fabriquée par l'EHA. Il y a ce qu'ils appellent le campus, la library, les curriculums et les masterclass. Donc, tout ça, vous l'avez comme accès si vous ouvrez EHA et que vous donnez vos coordonnées. Le campus, quand ils disent que c'est friendly et easy to use, c'est vraiment easy to use et friendly parce que quelqu'un pas forcément né dans la génération de ce genre de choses comme moi, c'est vraiment extrêmement facile de naviguer sur le campus. Et j'ai repris les actions qui se sont passées en 2020. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des webinars. Alors évidemment, il y a eu pas mal de webinars sur le Covid, des discussions de cas cliniques, des podcasts, et puis il y a des cours. Dans les cours, il y a des cours qui sont un peu formels, et à l'heure actuelle sont disponibles le cours sur la carence sans fer, sur la thalassémie, et puis il y a des cours qui sont extrêmement interactifs et où il y a vraiment une participation de l'étudiant sur la drépanocytose et sur la thalassémie, et qui sont en cours de rédaction. Alors je vous ai choisi celui qui est terminé et auquel j'ai contribué en tant que relecteur et qui était le dépistage. En gros, ça prend 30 minutes et voilà comment ça se passe. Vous avez des cours formels sur diagnostic anténatal, néonatal, screening, etc. Et il y a le but, c'est que c'est pédagogique et interactif, c'est-à-dire on vous demande de participer, donc vous devez remplir, rajouter le mot ou diriger votre curseur pour adapter votre réponse à la question. Ou il y a donc des tests et une auto-évaluation qui est un peu permanente. Et donc, c'est dans les différentes modes d'enseignement que j'ai pu voir au cours du temps, c'est certainement celui qui est le plus interactif. Après, il y a la library. La library, si vous avez loupé le congrès de l'EHA d'il y a 3 ans et que vous n'avez pas entendu le topo fait par un tel sur tel sujet, vous l'aurez. Tout est enregistré. Et vous pouvez soit avoir des podcasts, soit avoir les textes. Et donc, c'est une mine de renseignements. Il y a eu le webinaire Covid-19 qui est disponible et il y a eu la rédaction d'un document sur la prise en charge de la grossesse dans les maladies anémiques rares, dans les anémies rares, pardon. Donc, il y a 7 topos sur la drépanocytose qui sont en train d'avancer. J'y contribue. Et puis, 4 sur la thalassémie.
Et je trouve que c'est un mode éducatif qui est intéressant et qui est assez différent de celui de la Thalassemia International Federation. La TIF, certains d'entre nous connaissent la TIF. La TIF, ils ont travaillé différemment, c'est-à-dire qu'ils ont pris, par exemple pour la greffe de moelle, ils ont pris le spécialiste, ils ont pris Locatelli. Locatelli, c'est très bien de le prendre, mais en pratique, quand vous avez lu l'article de Locatelli, la réponse c'est il faut greffer tous les patients drépanocytaires. Il est dans son truc, il n'y a pas de contradiction, et c'est faut greffer tout le monde. C'est moins ouvert, on peut dire, que les formations de l'EHA qui sont plus des revues de la littérature. Donc, on reprend. C'est la même chose que la diapo d'avant. Alors si, il y a une publication d'un travail sur la sélection des patients pouvant bénéficier de la thérapie génique et donc un update sur le traitement des maladies de l'hémoglobine, sickle cell disease et thalassémie. Et ce sont des revues qui sont faites par des groupes de spécialistes et qui sont des travaux de synthèse. Donc, il y a énormément de matériel. Et ça, c'est une autre originalité que je trouve assez sympa. C'est ce qu'ils appellent le curriculum. L'idée, c'est que vous n'allez pas devenir hématologue grâce à l'EHA. Vous êtes dans une ville de Marseille, vous allez bénéficier de la formation de la ville de Marseille et vous serez hématologue parce que vous avez été diplômé dans votre pays. Mais l'EHA peut vous donner un petit plus. Et c'est ce qu'ils appellent l'Extra Quality Stamp. Et donc, si vous êtes... ou si vous êtes, j'en sais rien, moi, pédiatre voulant pouvoir arguer d'une formation en hématologie, vous pouvez passer à travers ces différents chapitres de formation. Donc là, il y en a sur les maladies d'hématologie bénigne, il y en a 8, avec thrombose, hémostase, transfusion et maladies hématologiques bénignes. Là, j'ai pris globules rouges et maladies du fer. Et donc, vous avez vos formations et à la fin, comme vous pouvez prouver, parce que vous avez rempli votre dossier sur Internet, que vous avez des notions en aplasie, en thalassémie, en drépano, etc., vous avez cette qualification sur les maladies hématologiques bénignes. Les masterclass, j'étais un peu gênée pour vous en parler parce que c'est pratiquement ce qui a été interrompu par le Covid. Ce sont des formations online. Ça aurait pu durer pendant le Covid, mais il n'y en a pas eu en pratique. Et il y a 2 types. Il y a la Classical Masterclass qui sont plein de sujets pendant 6 mois. Et puis, il y a la piqûre de Masterclass. Et ça, c'est un sujet 6 semaines intensif. Et ça va reprendre également. Certains d'entre nous sont plus jeunes que les autres et il y a ce qu'ils appellent les Young EHA. Moi, je les côtoie dans les différentes réunions. Ce sont les jeunes qui ont décidé de se former en hématologie et qui vont pouvoir bénéficier de propositions de travail, d'explications sur les bourses, d'accès prioritaire pour les congrès, etc. Alors, le congrès, c'est le gros morceau de l'EHA. Je pense qu'on a une chance exceptionnelle dans la vie d'un médecin qui s'occupe des maladies de l'hémoglobine quand on peut aller à l'ASH. L'ASH, c'est extraordinaire. C'est une expérience dans la vie, mais c'est aux États-Unis et ça coûte une blinde parce qu'il faut y aller, le congrès est très cher et tout est cher là-bas. Et donc, l'EHA, c'est, par exemple, l'année prochaine, c'est à Vienne. Paris-Vienne en avion, c'est moins cher que Paris-San Diego. Et il faut pas se leurrer. Autant les présentations et le niveau des présentations, il est topissime. Et les gens, là, les topos qui ont été faits sont exceptionnels. Les abstracts sont de moins de bonne qualité. C'est-à-dire qu'en gros, un chercheur qui veut vraiment faire le buzz, il va rarement présenter ses recherches à l'EHA. Il va attendre l'ASH, il aura plus de couverture médiatique. Mais il y a des mises au point qui sont d'une extraordinaire qualité. Et là, à l'EHA, par exemple, si on prend la thérapie génique, il y a eu une pelletée de présentations sur la thérapie génique extrêmement bien fait avec les derniers résultats. Sur le crizanlizumab, Novartis avait couvert le champ des possibilités et de l'état de la recherche. Voxelotor, il y a eu 4 ou 5 posters sur le sujet. Bref, vous pouvez avoir vraiment une vue de tout l'état de la recherche. De tout l'état de la recherche, mais pas les choses les plus préliminaires, qui généralement sont réservées pour l'ASH.
Bon, ça, c'est le grand meeting de Vienne l'année prochaine. Et puis après, il y a les petits meetings qui sont sur un point précis de l'hématologie et qui sont les Scientific World Group et qui sont assez sympas. Là, en gros, on est 100 et c'est donc assez amical. Bon, ça, ils sont assez contents de leur truc. Ils veulent porter la formation hématologique outre Europe et ils appellent ça HOPE parce que c'est joli, HOPE, Highlights of Past EHA. Et en gros, c'est le résumé de l'EHA en Argentine. L'EHA a pour vocation de soutenir d'autres congrès et en fait, celui que j'ai le plus indiqué là, c'est le congrès où il y a marqué 26-31 octobre 2020. C'est le congrès qui se passe à Londres, où je vous encourage à aller. Alors Londres, c'est encore plus facile, sauf quand il faut faire 14 tests PCR pour pouvoir y aller. Ce sont les congrès du congrès que nous, quand on y va, on appelle ça l'ASCAT. Mais en fait, c'est le Annual Sickle Cell and Thalassemia, etc. Et c'est très sympa et c'est soutenu financièrement par l'EHA. Alors, je vais arriver à la fin de ma présentation. L'EHA n'a pas incorporé dans sa vocation les associations de patients, ou du moins assez peu. La structure qui s'occupe extrêmement bien des associations de patients, c'est Euroblonet. Il y a une volonté de faire ce qui s'appelle advocacy. L'advocacy, c'est les patients qui sont les avocats de leur propre situation médicale et qui est quelque chose qui est l'avenir. De plus en plus, il va y avoir le rôle de l'advocacy. Mais c'est quelque chose d'extrêmement bien fait à Euroblonet et qui est très, très débutant à l'EHA, bien qu'il travaille avec la TIF, avec Eurordis et avec d'autres associations. Alors, je vais finir par dire qu'en fait, les maladies de l'hémoglobine, c'est une idée neuve pour l'EHA. Honnêtement, il y a 5 ans, ça les intéressait pas plus que ça. Ils n'avaient pas de représentants. Il y avait généralement une table ronde, malgré tout, où certains d'entre nous ont eu la chance de pouvoir présenter, mais c'était pas leur thématique prioritaire. Je dois dire que depuis 1 an, c'est devenu une des priorités et ils sont prêts à offrir des bourses importantes et à multiplier les offres d'enseignement. Donc, j'ai mis un minima intérêt 4 croix, 3 croix du congrès, parce que si vous pouvez y aller, c'est pas monstrueusement cher et c'est absolument passionnant. Le campus, il suffit de vous inscrire à l'EHA et vous aurez toute cette masse de bibliographie. Et j'ai mis aussi mes autres offres à connaître absolument. Et je remercie donc Frédéric de m'avoir donné l'occasion de parler de l'EHA.